Merci Ivan. Tu peux dire à Pascal de se rétablir tranquillement. Je passe maintenant la parole à notre professeur à nous, Emmanuel Reynard, professeur en géographie physique. Il est directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sous la montagne de l'Université de Lausanne. La gestion des ressources en eau figure en bonne place dans la liste de ses activités de recherche. Il va nous parler de régime et d'intensité d'usage sur le cas de Crans-Montana. Merci beaucoup. En effet, je vais vous parler d'une autre région très touristique du Valais, dans laquelle on mène des travaux depuis 25 ans. Je me suis rendu compte de ça. Et je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ces travaux pour arriver à cette question des intensités d'usage. Donc la région qui nous occupe, c'est donc la station de Montana, qui est assez intéressante parce qu'elle est bordée par deux bassins versants, la Lienne à l'ouest, la Raspille à l'est, chapeauté par le glacier de la Plaine Morte, assez particulier parce qu'il est dans une cuvette plus ou moins au niveau de la ligne d'équilibre des glaciers, donc c'est un de ces glaciers assez fortement condamné par le réchauffement du climat actuel. Et puis le haut plateau, donc la station à 1500 mètres d'altitude, mais également tout le versant qui descend jusqu'à la plaine. Alors, ces travaux ont commencé justement dans les années 90. En fait, j'ai fait un travail de doctorat sur la gestion de l'eau dans les stations touristiques de montagne. Et j'ai comparé en fait la station de Nanda et la station de Crans-Montana. L'idée, c'était d'avoir deux stations assez différentes. Une où il y avait une espèce d'adéquation entre un bassin versant, la Printhe, une station et une commune. Et puis l'autre avec un cas tout à fait différent, puisqu'on a plusieurs bassins versants, plusieurs communes, en l'occurrence à l'époque c'était 6 communes qui se partageaient la station, et puis également une certaine organisation plutôt, je dirais, horizontale des activités entre la plaine et la montagne. Et donc, on avait ce qu'une journaliste de l'époque appelait une ambiance de mots croisés à Crans-Montana, puisque, en fait, on n'avait rien qui fonctionnait, ou qui coïncidait du point de vue des limites, qu'elles soient économiques, hydrologiques ou politiques. Alors, ce travail, plutôt de type quasiment ethnographique, m'a amené à prendre la mesure de l'importance d'un point particulier. C'est, alors d'une part, évidemment, la complexité des relations intercommunales, qui existent d'ailleurs toujours actuellement, malgré la fusion, on dira partielle, de 4 des 6 communes concernées, mais surtout le poids de l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans toute une série de pratiques sur le terrain, eh bien, les composantes historiques jouaient un rôle central, notamment le fait que certaines communes avaient été une commune unique, ce qu'on appelait le Grand Lens, jusqu'au début du XXe siècle, sur la partie ouest du haut plateau. Et puis par la suite, elle s'était divisée en 4, et on sentait bien que le fait de ce passé commun, une certaine hégémonie de la commune de Lens ou de la section de Lens à l'époque sur les autres, en fait, ça laissait des traces dans les manières de gérer la ressource, notamment lors des périodes de très forte extension de la station dans les années 70, où on me disait que, par exemple, au répartiteur des eaux à la sortie du tunnel du Mont Lachaud, partagé par 4 communes, en fait, la porte avait 4 serrures, et puis il fallait qu'il y ait un représentant de chaque commune pour ouvrir la porte du répartiteur. Ça montrait un petit peu les tensions qu'il pouvait y avoir. Un autre exemple, c'est la fameuse sentence de Jos de Silenen, un évêque du XVe siècle, sentence qui, encore maintenant, influence la manière de se répartir l'eau dans le bassin de la Raspille. Et je pense que ça, c'est un point assez important, à mon avis, dans beaucoup de régions, l'importance de cet héritage historique dans, en fait, parfois comme blocage, comme frein à certaines, disons, évolutions dans la gestion.
Par la suite, je pensais que cette thèse, elle allait finir dans un tiroir. Elle a été utilisée un petit peu par les autorités. Puis elle est surtout c'est revenu sur le devant de la scène une dizaine d'années plus tard, dans le cadre d'un projet dont on a parlé ce matin. Donc je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là, ce sera un petit peu d'érodite. Donc le projet Montanaqua, qui s'est fait dans le cadre d'un grand programme de recherche sur la gestion durable de l'eau en Suisse. Et ce projet, en fait, portait sur 14 communes de tout le versant. Alors actuellement, ce ne serait plus que 10, puisqu'entre-temps, certaines communes ont fusionné. Et on a, par une équipe pluridisciplinaire de 3 universités, Berne, Fribourg et Lausanne, on a essayé d'appréhender l'ensemble de la gestion de l'eau, que ce soit sous l'angle hydrologique, glaciologique, donc de la ressource, des usages, et également des pratiques des acteurs. Et on a travaillé à 2 pas de temps autour de l'année 2010, qui était le point de départ de la recherche, et à un horizon entre 2040 et 2050. L'objectif, c'était de répondre à la question, est-ce qu'il y aura toujours suffisamment d'eau? Donc répondre un peu aux questions qui étaient finalement posées ce matin dans les différents exposés. Alors, nous, à Lausanne, on s'est occupé de la partie usage, et ça a été une thèse de Mariano Bonriposi, dont je vous montre quelques exemples ici. Alors, sur ce schéma, évidemment, vous ne voyez rien, ça n'est pas grave. Ce qui est important de voir, c'est la complexité, finalement, des réseaux hydrauliques, à la fois pour l'irrigation, notamment des BIS, mais aussi de canalisation d'un tunnel qui a été construit en 1949, qui est un petit peu l'architecture du réseau d'irrigation, et puis tous les réseaux d'eau potable. Et on voit en fait de multiples possibilités de transfert d'eau entre les bassins. Ce qu'on ne voit pas très bien sur cette image, c'est qu'on a les limites des communes, et notamment dans cette région, c'est quelque chose que peut-être ici vous avez moins, parce que finalement il y a moins de communes, mais sur le plateau de Crans-Montana, on a énormément de communes qui sont propriétaires de sources sur le territoire de communes voisines. Donc il y a une espèce d'imbrication extrêmement forte, liée en partie à l'histoire, mais aussi simplement à l'hydrologie. Alors, les collègues de Berne et de l'Université de Fribourg ont travaillé sur la ressource. Ici, c'est un schéma qui a déjà été montré par Marianne ce matin, donc qui essayait d'évaluer l'importance du glacier de la Plaine Morte dans la gestion future de l'eau. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la Plaine Morte, c'est que peut-être certains d'entre vous se rappellent d'une très grosse controverse qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus de 20 ans sur la propriété du glacier, parce que ce glacier, en fait, il est situé, comme on le voit bien, dans une cuvette. Et d'anciens documents montraient que la limite entre les deux cantons, Berne et Valais, passait au nord du glacier. Donc le glacier était valaisant. Et puis dans les travaux faits pour la carte du Four, première carte, disons, officielle, il y a un siècle et demi, eh bien, la limite a été mise au sud, et donc le glacier est bernois. Et à un certain moment, une des communes, la commune de Randogne, a voulu faire des prélèvements d'eau sous le glacier, et elle s'est retrouvée un problème juridique, c'est que l'eau ne lui appartenait pas. Il y a eu une procédure qui est allée jusqu'au tribunal fédéral, mais les limites cantonales sont restées les mêmes. Ça montre aussi un petit peu les tensions à l'échelle régionale, et donc on voulait voir si ce glacier contribuait fortement, et c'est ce qui a été montré ce matin par Marianne, c'est que la fonte prochaine et la diminution de ce glacier va se marquer, comme il a été aussi montré cet après-midi à plusieurs reprises, d'abord par une augmentation des débits jusque vers les années 2050, et puis à partir de là, le glacier sera trop petit et il y aura une diminution des débits produits dans le futur. Et ça se marque très bien également par ce déplacement vers un peu plus le début de la saison, début de l'été, des pointes d'écoulement. Du point de vue de la contribution de la fonte du glacier à ces bassins versants qui alimentent la région de Crans-Montana, eh bien, on voit qu'en année
normale, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, en année sèche, on voit quand même une baisse assez importante des débits qui vont être produits. Alors, voilà. Autre travail qui a été fait toujours dans ce cadre-là, c'était un espèce d'état des lieux des ressources, des demandes. Et là, on a travaillé par des surfaces d'irrigation de l'eau, donc une cartographie précise des surfaces, notamment de prairies, etc. Sur l'image, ici, on ne voit pas forcément très bien, mais on voit bien la très grande fragmentation des surfaces. Et tout ce qui est prairie n'est pas forcément prairie irriguée, donc les besoins en eau sont assez différents. Et là, vous voyez en fait l'ensemble des besoins pour l'ensemble de ces communes, où on voit globalement des besoins plus importants en été, et en vert, c'est la contribution de l'irrigation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le futur, ce qu'on a fait, c'est on a travaillé avec 4 scénarios différents. Scénario plutôt business as usual, un scénario plutôt de décroissance, un scénario de stabilisation, et puis finalement un scénario produit par les acteurs du terrain qui accompagnaient notre projet. Et à partir de là, on faisait varier différentes composantes. Par exemple, on a fait remonter la limite de la vigne de 150 mètres liée au réchauffement climatique, où on a décidé d'enneiger totalement le domaine skiable, ou au contraire d'arrêter d'enneiger, etc. Donc toute une série finalement de variables. Et puis à partir de là, on a fait des calculs, et vous voyez ici les différents scénarios. Donc ça, c'est l'actuel, enfin c'est la situation actuelle, et on voit que le scénario business as usual, c'est un scénario d'augmentation. Ça, c'est le scénario, on dira, de modération, diminution des usages, et puis ici, le scénario des acteurs du terrain. Alors, tout ceci nous a amené à une conclusion, alors dont on avait fait l'hypothèse, mais qu'on a pu, disons, valider, c'est l'augmentation du stress hydrique en deuxième partie d'été, donc durant les mois d'août et septembre. Et puis la dernière étape, ça a été un travail qui a été fait par un autre doctorant, Martin Galliano, au cours des dernières années. Et donc, on s'est intéressé un peu plus particulièrement aux usages à l'échelle vraiment des terrains. Donc, on a travaillé sur la commune de Montana, ancienne commune de Montana, qui d'ailleurs a disparu dans le courant de l'étude. Mais on est resté quand même sur les limites de cette ancienne commune. Donc, lui, il est parti en fait d'une approche conceptuelle du cycle d'usage de l'eau, en voyant que finalement, dans un cycle d'usage, on a toute une série d'étapes qui vont du prélèvement jusqu'à la restitution de tout ou partie de l'eau au milieu. Et entre deux, vous avez différentes étapes, et notamment pour ce qui est de l'irrigation, en fait, on a un petit peu deux concepts qui se superposent, et des termes qu'on utilise parfois de manière peut-être inadéquate. Il y a le besoin de la plante, donc le besoin en eau pour croître, mais ce besoin ne correspond pas forcément à l'apport d'irrigation, donc ce qui est réellement amené par l'agriculteur. Et donc, il a essayé de mieux comprendre ceci en travaillant notamment sur ce versant de Montana. Et ici, vous voyez en fait cette notion de régime d'usage et d'intensité d'usage. Donc sur cette échelle, en fait, c'est une échelle, ce n'est pas des mètres cubes ou des volumes d'eau, mais c'est une échelle relative. Donc on a rapporté tous les usages par rapport à leur répartition au cours de l'année. Donc c'est un schéma qui vous montre la plus ou moins grande variabilité au cours de l'année d'un usage donné. Et ça, c'est un point assez intéressant parce que on part de l'idée que finalement, malgré le fait que ce château d'eau suisse est en train un petit peu de diminuer, malgré tout, il y a
beaucoup d'eau quand même à disposition, et on l'a vu un peu dans tous les exposés de la journée, mais par contre, il y a des périodes où c'est un petit peu plus chaud, et donc c'est ces périodes de forte intensité d'usage qui peuvent coïncider avec des périodes d'étiage. Et donc là, on voit très très bien que l'usage d'irrigation pour les vignes, c'est justement un usage très intensif. C'est un petit peu le même cas de figure de la lutte contre le gel. C'est quelques jours, quelques semaines, hein, au grand maximum. Mais par contre, là, il faut pouvoir satisfaire ce besoin. Pour l'enneigement artificiel, on aurait le même cas de figure également. Puis au contraire, vous avez des besoins qui, eux, sont beaucoup plus réguliers, notamment l'eau potable dans les villages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations de ces besoins. Alors pour finir, en fait, on a fait une proposition de stratégie de monitoring des demandes en eau en reprenant en fait ce cycle d'usage et en regardant à quels endroits il serait utile de mieux mesurer pour avoir plus de données à disposition pour prendre des décisions, notamment sur le dimensionnement des ouvrages. Et ça fait l'objet maintenant du projet Labo qui est représenté dans le poster qui est à l'entrée, projet que nous menons avec Altis et Blue Arc Entremont. Et donc, on transfère, si on veut, un peu la zone d'étude ici dans le Val-de-Bagne. Donc, pour conclure, à mon sens, y compris dans des régions relativement sèches comme le Valais central, la ressource en eau est amplement suffisante, y compris dans les décennies futures. L'enjeu, c'est de faire face à ces pics de demande et à prévoir finalement les nécessités de stockage et d'infrastructures. Et ça coûte. Et donc, il vaut mieux avoir une meilleure connaissance pour anticiper ces gros travaux à travers notamment la mise en place de systèmes de monitoring de la demande qui est pour l'instant encore insuffisant, vraiment quasiment un peu partout. Voilà, merci beaucoup.